Madame, Monsieur, bonsoir. Au sommaire de cette émission, d'abord, un nouveau convoi d'aide humanitaire du Maroc acheminé aujourd'hui vers la population palestinienne à Gaza. Il s'agit de dispositifs pour la prise en charge de brûlés, ainsi que d'urgences chirurgicales et traumatologiques et des médicaments de première nécessité. Sa Majesté le roi Mohammed VI a ainsi donné ses hautes instructions pour déployer une opération d'aide médicale prise en charge en grande partie sur les deniers personnels du souverain. Cette nouvelle opération effectuée par voie terrestre vient s'ajouter aux deux précédentes effectuées, rappelez-vous, en octobre et en mars dernier. Ce qui confirme l'engagement effectif et la sollicitude constante de Sa Majesté le roi Mohammed VI, président du comité Al-Quds en faveur des Palestiniens et de la cause palestinienne. Engagement humaniste aussi à l'endroit des réfugiés. Et ce sera notre deuxième sujet de cet épisode de Questions d'actu. La Journée mondiale du réfugié, établie par les Nations Unies et célébrée le 20 juin de chaque année, est organisée afin justement de rendre hommage aux réfugiés où qu'ils se trouvent dans le monde. À fin avril, leur nombre a dépassé les 120 millions selon le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies. L'Afrique abrite pour sa part plus du quart des réfugiés du monde. Pour 2024, cette Journée mondiale du réfugié est portée sur la solidarité avec les personnes réfugiées et le Maroc, dans ses efforts d'accueillir dignement les réfugiés, a adopté depuis 2013 la stratégie nationale d'immigration et d'asile, initiant ainsi plusieurs campagnes ambitieuses de régularisation. En attestent les chiffres publiés par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés au Maroc, qui a enregistré plus de 8 900 demandeurs d'asile et plus de 10 225 réfugiés. Ces chiffres, notez-le, sont en constante hausse. Et cette année, enfin, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a insisté sur un point essentiel, celui de l'enregistrement des réfugiés, récolter de la donnée afin d'améliorer la prise de décision et la prise en charge des réfugiés selon leur situation et ainsi faciliter l'action humanitaire au niveau de l'Afrique. Alors, pour le débat de ce soir, j'accueille sur le plateau de Questions d'actu le politologue et, parce qu'il s'agit aussi aujourd'hui beaucoup de parler de droit humain, du politologue et professeur de droit à l'Université Mohammed V de Rabat, professeur Mostafa Sahimi, bonsoir. Bonsoir. Et il s'agit aussi de parler de sécurité et de stratégie en la matière. Et pour ce, un plaisir renouvelé de l'accueillir sur ce plateau. Il s'agit du colonel Hassan Saoud. Bonsoir, colonel Saoud. Bonsoir, madame. Toujours un plaisir. Marhaba. Il est partagé, madame. Et bien évidemment, tout ceci se fait sous la coupole des relations internationales, soit pour les aides qui sont destinées aux Palestiniens de la bande de Gaza, soit pour la gestion des réfugiés. Et pour cela, un plaisir aussi d'accueillir le professeur Zakaria Boudaheb, professeur de relations internationales à l'Université Mohammed V de Rabat. Professeur Boudaheb, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, chère Madame Khadija, merci de cette belle invitation. Marhaba, merci à vous de l'accepter. Nous allons donc commencer par au cœur de l'actualité aujourd'hui, ce nouveau convoi d'aide humanitaire, principalement médicale du Maroc, acheminé sur haute instruction de Sa Majesté le roi Mohammed VI par voie terrestre vers les populations de Gaza. Professeur Sahimi, troisième du genre depuis le déclenchement des hostilités et des massacres à Gaza. C'est l'expression appuyée d'une diplomatie humanitaire qui se déploie, vous le savez, dans d'autres latitudes, notamment en Afrique, ailleurs, etc. Mais en l'espèce, évidemment, c'est une diplomatie humanitaire prioritaire qui est au centre de l'engagement du souverain pour ce qui est de la cause palestinienne et des principes devant présider un règlement de ce contentieux. C'est la troisième opération d'aide humanitaire, c'est extrêmement important. C'était, vous l'avez dit, octobre 2023, puis mars 2024. Celle-ci, elle est médicale. Voilà, c'est ce qui change des deux premières. Vous faites bien de le préciser, professeur Sahimi. Tout à fait. Donc, elle est médicale, c'est-à-dire qu'on se préoccupe d'un aspect qui est peut-être négligé par d'autres organisations sur place ou d'autres pays, si tant est qu'il y ait beaucoup de mobilisation dans ce domaine de la part d'un certain nombre de pays. Et donc, elle est médicale, c'est-à-dire que ça répond à une situation médicale particulière. Et donc, sur ce plan-là, c'est évidemment avec beaucoup de satisfaction qu'il faut saluer cette décision royale. Ça prouve qu'au niveau du souverain, il y a une veille constante, il y a un suivi,
il y a une vigilance, et puis il y a une opérationnalisation de la solidarité. Nous ne sommes pas comme un certain nombre de pays qui sont très bruyants dans les instances internationales, régionales à propos de la solidarité avec le peuple palestinien, l'aide alimentaire, etc., mais qui, sur le plan concret, ne se distinguent pas par beaucoup de mobilisation. C'est le premier volet. Deuxième volet, il faut relever qu'il y a l'aide alimentaire du Maroc, mais il y a aussi une mobilisation du Maroc sur un autre front, le front diplomatique. Et vous savez, toutes les prises de position de notre diplomatie, du ministre des Affaires étrangères à Sabourita ou de notre ambassadeur à New York, Omar Iqbal, qui sont en première ligne. Même des messages adressés par le souverain via les différentes voies justement diplomatiques quant à la justice en faveur de cette population et pour surtout l'arrêt des massacres sur la population gazaouie. C'est exact. C'est une diplomatie qui se déploie donc suivant diverses modalités, soit celle du ministre des Affaires étrangères, soit celle de notre ambassadeur à New York, soit celle de notre ambassadeur aussi à Genève, il faut le dire. Et il y a là quelque chose d'important, c'est-à-dire que nous sommes en première ligne, mais nous sommes en première ligne pour plaider le dossier palestinien, évidemment, suivant un certain nombre de principes, mais aussi pour essayer d'entraîner l'adhésion de la communauté internationale. Ce que l'on observe à ce sujet, c'est qu'il y a une maturation. Il y a une maturation de la question palestinienne avec un certain nombre de reconnaissances. La dernière, c'est celle de l'Arménie. Il y a eu auparavant celle de l'Irlande et de la Norvège. Il y a quelque chose qui est en train de se faire. Dans ce glacis qui paraissait figé, il y a une banquise qui est en train de fondre un peu et donc la cause palestinienne est en train de gagner. Et sur ce plan-là, le Maroc est mobilisé, roi et peuple, pour la cause palestinienne. Roi, en effet, Sa Majesté a financé en grande partie ce nouveau convoi d'aide médicale en faveur des populations. Donc, à Gaza, quand on parle, colonel Hassan Saoud, et on le voit ici, d'une aide qui, quand même, est conséquente, 40 tonnes de médicaments d'urgence, bien sûr chirurgicales, d'urgence aussi traumatique. Bref, comment est organisée la logistique ? Tout d'abord, madame, j'ai envie de dire que cette politique royale, c'est la constance, le discours et l'action en même temps. On n'est pas dans les éléments de langage crus sans action. Et c'est la troisième du genre, mais il y en avait bien avant aussi. La Palestine a toujours eu la sollicitude royale. Sur le plan de l'organisation, évidemment, les forces armées royales sont l'épine dorsale de cette organisation. Et évidemment, comme on dit dans le jargon militaire, quand la logistique va, tout va. Ça, c'est quand la logistique va, tout va. Et les forces armées royales ont atteint un degré d'expertise et de projection vers l'étranger qu'on n'a jamais atteint. On est vraiment exportateur d'expertise vers des pays amis en Afrique. La logistique ici joue un rôle important. Vous savez, tout ça est prédisposé dans des dépôts d'aliments, dans des dépôts de médicaments, des dépôts de matériel, des dépôts de couchage. Tout est organisé, réapprovisionné régulièrement. Il y a des stocks. Il y a des stocks disponibles et mobilisables. Mais réalimentables du reste. Et aussi, il y a une surveillance de la péremption. Et ça, c'est très important, que nous sommes dans des stocks vivants, stocks aptes à la consommation. Et nous avons toute cette organisation logistique, terre, air, mer, qui fonctionne très bien. Et j'ouvre une parenthèse, l'African Alliance, dans la manœuvre, l'organisation logistique joue un rôle important. Et tout le monde a été émerveillé par cette capacité de nos cadres dans l'organisation de la logistique et dans cette capacité d'envoi sur des terrains même inconnus, compte tenu de cette expertise. Là aussi, il y a un élément important, c'est que les logisticiens chez nous, par rapport à toute la conflictualité mondiale,
savent d'avance les besoins des populations. Et en l'occurrence, la violence de la guerre a pu évidemment comprendre que les besoins urgents sont médicaux, que les besoins urgents sont pour les enfants, pour les adultes et pour certaines les brûlures par exemple, les traumatismes, etc. Donc nous sommes ici dans une aide médicale ciblée. Et c'est ça, justement, cette capacité de nos logisticiens et de nos services à appréhender les besoins urgents et des besoins adaptés de la population de Gaza. Et c'est comme ça que cette aide rentre justement dans cette stratégie de ciblage des besoins cruciaux. Exact, cruciaux, vitaux. Mars dernier, c'était aussi 40 tonnes de denrées alimentaires qui ont été acheminées par voie terrestre, tout comme ces 40 tonnes de médicaments, et surtout de médicaments, comme vous le disiez, de première nécessité. Il s'agit de dispositifs pour la prise en charge, par exemple, de brûlés. C'est très important, compte tenu de... Parce qu'on adapte aussi cette aide aux besoins. C'est pas qu'on envoie... comme le font certains pays, peut-être pas de mauvaise foi, mais en tout cas qui envoient des aides qui ne sont pas du tout appropriées exactement aux personnes qui sont malheureusement, qui se trouvent dans cette bande de Gaza sous les bombes israéliennes. On a évoqué un point important, la diplomatie humanitaire. Où s'arrête la diplomatie, où commence l'humanitaire et vice-versa? Professeur Abou Dahab. Un chassé croisé, merci beaucoup. En réalité, bon, il y a la diplomatie de façon globale, car le Maroc avait adopté une approche multidirectionnelle, il faut le dire, on va dire totale et intégrale, dans le sens où il y a plusieurs rubriques, plusieurs leviers qui sont activés en fonction de la situation du moment et du contexte irrelatif. En l'occurrence, quand on parle de la diplomatie humanitaire, évidemment, ce pourrait être aussi une diplomatie des droits de l'homme, droits d'homiste, dans le sens... Lorsque le Maroc participe aux opérations de maintien de la paix, ça en fait partie. Et par extension, évidemment, le médical est important. Souvenons-nous, il y a quelques années, récemment, post-Covid-19, le Maroc a aussi mobilisé ses moyens pour envoyer des vaccins à des pays qu'on en avait besoin. Je pense 15, incluant même la Tunisie. Diplomatie humanitaire, les hôpitaux de campagne. Diplomatie humanitaire, c'est aussi les aides alimentaires, et ainsi de suite. Et ce que j'ai remarqué, c'est que le Maroc a construit un modèle qui lui est propre, Made in Morocco. C'est véritablement important. Pourquoi? Parce que d'abord, nous concevons les choses de façon très interactive, que la donne interne influe sur la donne externe et vice-versa. Et c'est le paradigme de Sa Majesté. À maintes reprises, il avait insisté sur ce qui suit. Il faut que la politique étrangère appuie la politique intérieure et il faut que la politique intérieure supporte la politique étrangère. Quand on voit ce qui a été réalisé par la Fondation, entre autres, Mohamed V pour la solidarité, quand on voit la stratégie nationale de développement humain, cette humanité qui est dans l'action de Sa Majesté sur le plan sociétal, dernière épreuve, c'est la question du post-séisme d'El Haouz. Et nous avons vu cette mobilisation remarquable des forces armées royales ainsi que d'autres parties prenantes, comme la Fondation, justement, Mohamed V de solidarité. C'est un modèle qui est exportable. Et il faut dire que nous avons cette capacité aujourd'hui, c'est un mot qui vous est cher aussi, l'interopérabilité, c'est-à-dire cette capacité de faire des projections de façon instantanée. Et moi, ce qui a retenu le plus mon attention, c'est un peu l'effet surprise. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des tractations déjà menées de part et d'autre pour que l'aide soit acheminée vers ses destinataires. Il faut mobiliser aussi le Croissant Rouge palestinien. Il faut également mobiliser les autorités israéliennes pour sécuriser les convois. Et par conséquent, vous l'avez si bien dit, le Maroc travaille, ne parle pas trop, mais il le fait avec sérénité et je pense avec impact. Hélas, la situation est tellement dramatique, mais c'est une aide aussi qui est symbolique. Quand même, 42 tonnes, ce n'est pas rien, mais elle est ciblée cette fois-ci, car vous avez remarqué que ces derniers temps, propagation de maladies, il y a même des moustiques, et ce qui fait que la situation est très grave sur le plan international. Malheureusement, j'allais même utiliser une expression... c'est l'omerta mondiale, cette loi du silence qui est un peu décrétée. On n'a pas vu réellement mobilisation d'organisations internationales. Vous avez parlé, c'est Hassan entre autres, de l'OMS.
Bon, vous l'avez cité indirectement. Quel est le rôle justement que joue en fait la diplomatie marocaine pour que le Maroc fasse exception? Comment le Maroc fait-il aujourd'hui exception dans son apport et son soutien humanitaire aux populations de Gaza? Je pense que c'est le résultat ou la résultante d'un investissement qui a été fait depuis de longue date et que donc crédibilité du Maroc est sérieux. Cela est extrêmement important, donc il est écouté et ses actions, cela ne pourrait peut-être pas trop plaire à mon ami Sissimi, désintéressé dans le sens où quand on parle de l'aide alimentaire ou l'aide médicale, etc., a priori, il n'y a pas de calcul politique direct, parce qu'une fois, il m'avait dit, quelque part, stratégiquement parlant... Oui, on se souvient, n'est-ce pas? On se souvient sur ce plateau de ce que ça fait partie d'une projection. Ce qui fait la réussite de l'action marocaine, je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'elle est bien préparée. Elle n'est pas l'effet de... comment dirais-je, d'un travail qui est bâclé. Non, ça a été très bien préparé, avec tous les acteurs supervisés par Sa Majesté le Roi, Mohamed VI. Et l'essentiel, c'est que nous avons une trame, que nous avons un background, que nous avons un référentiel. Et encore une fois, je résume, c'est le fruit d'un investissement que le Maroc a déployé il y a longtemps. Peut-être, puisque j'ai été interpellé, donc je vais essayer de m'expliquer. Notre débat, oui, rapidement. Dans la question que vous avez posée, la réponse de mon collègue et ami, il y a peut-être un élément ajouté. Bien sûr, il y a la mobilisation de l'appareil d'État et de diplomatie, mais la valeur ajoutée, elle est où? C'est le leadership royal. Bien sûr. Eh oui, c'est le leadership royal qui est un leadership salué à l'international par les grands chefs d'État, c'est-à-dire un leadership qui est moral, qui est politique et diplomatique. Et comment s'est construit ce leadership? Peut-être on aura l'occasion prochainement de faire une émission sur ça, l'occasion des 25 ans de Rennes. Il y a un leadership qui s'est construit par petits pas, avec une capitalisation depuis plus de 2 décennies. Alors, pour ce qui est de la question des intérêts, je persiste. Oui, nous avons des intérêts. Nous avons des intérêts à faire de la diplomatie humanitaire. Pourquoi? Parce que c'est conforme à nos valeurs, c'est conforme à notre vision du système international, c'est conforme également à un principe de solidarité. Et sur ce plan-là, on ne peut pas regarder ailleurs. Le Maroc est engagé parce qu'il y a une insertion dans la communauté internationale et une prise en compte des convulsions, des spasmes de la communauté internationale. Il y a des intérêts parce que nous avons un intérêt, nous, en tant que Maroc, donc à faire prévaloir un certain nombre de principes, c'est-à-dire solidarité, justice, équité, paix, sécurité et donc et développement. Développement, j'y venais, avec donc l'interpellation d'une bonne partie de la communauté internationale qui pratique une politique d'omerta, vous l'avez dit, et qui pratique une politique aussi de démission. Il y a des réunions, etc. C'est pour ça que nos intérêts ne sont pas mercantiles, ce n'est pas des intérêts commerciaux. Il n'y a pas de convention, il n'y a pas d'accord, il n'y a pas de c'est pas vénal, quoi. Oui, c'est pas commercial. C'est pas commercial. Ce sont des intérêts qui participent d'une certaine vision de la diplomatie, de la place du Maroc dans le système international. Une vision que, justement, beaucoup peut-être n'ont pas la maturité, peut-être la clairvoyance nécessaire pour bien comprendre. Colonel Hassan Saoud. Ce que je voulais rajouter, c'est que l'humanitaire est transversal. Que ce soit dans les catastrophes naturelles, que ce soit dans les conflits. Donc, quand on dit diplomatie, il y a toujours cette aide humanitaire qui est présente partout. Dans la famine, dans la sécheresse, dans certains pays. Et donc, l'humanitaire est toujours présent. Et c'est comme ça que le Maroc appréhende. J'ajoute évidemment cette agilité de la logistique marocaine exceptionnelle. Elle a une capacité d'acculturation et de révision des modes de transport, des modes d'action, des modes d'organisation tels que ça se fait dans des temps records. Rappelez-vous le séisme de l'Haouz, après l'ordre royal, le lendemain, tout le monde était sur pied et tout le monde... Et ça se fait aussi dans les projections internationales. Donc nous avons un système rodé, comme ça a été dit par les collègues, qui marche
et qui s'affine de plus en plus au gré des retours d'expérience. Et il y a des retours d'expérience à chaque opération, et c'est le propre de nos forces armées royales, c'est les retours d'expérience. Il n'y a pas, si vous le permettez, d'un mot, il n'y a pas de bureaucratie. Non. Il n'y a pas de gestion bureaucratique de l'aide alimentaire, de la diplomatie parlementaire. Parce qu'on ne peut pas se permettre de perdre Voilà, du temps, c'est ça qu'il faut justement. dire. Et la bureaucratie, c'est Voilà. ça, malheureusement. Et c'est ce qui mine aussi les efforts de certaines institutions. Pour ne citer que les Nations Unies, par exemple, c'est cette bureaucratie-là qui fait la lenteur des procédures et qui fait que eh bien, des aides qui sont vitales pour certaines populations n'arrivent pas à temps. Ce qui me permet aussi, peut-être, messieurs, de passer à la deuxième partie du débat sur, justement, ça concerne un sujet humanitaire aussi. Donc le 20 juin dernier, il y a 4 jours exactement, le monde célébrait la journée mondiale du réfugié. Et il y a une convention relative au statut des réfugiés. Peut-être un mot sur cette convention relative, sur les pays signataires, professeur Abou Dahab. C'est une convention multilatérale, c'est-à-dire qui est ouverte à tous les États, en particulier membres de l'ONU, en particulier les 193, qui a été adoptée en 1951, c'est la Convention de Genève, donc qui est venue dans le contexte de l'après-Deuxième Guerre mondiale, où il y a eu des déplacements de force, des réfugiés de masse, massivement, qui ont choisi, malgré eux, de s'établir dans d'autres contrées. À ce moment-là, il y avait un vide, absence d'un cadre légal qui permettait à l'époque aux États existants de trouver un statut adéquat. Et donc, il fallait mobiliser, encore une fois, les institutions de l'ONU, notamment l'Assemblée générale, à travers la Commission de droit international, pour aboutir à ce texte, adopté en 1951, évidemment, après la signature et les ratifications. Le Maroc, on est membre à part entière, il faut le souligner. Il y a donc le texte de base de 51, il y a le protocole additionnel de 1967, et donc quand on devient membre d'une convention internationale, la règle dite pacta sunt servanda, c'est-à-dire les engagements pris doivent être exécutés de bonne foi, doit être scrupuleusement respectée. Et au-delà, et aujourd'hui, il y a même ce qu'on appelle la pratique subséquente, c'est-à-dire un peu le droit dérivé. Il y a le texte en tant que tel, mais comment les institutions internationales, par exemple, je cite le HCR, mais également les tribunaux internationaux, donnent effet à ce texte important. Évidemment, il y a beaucoup de choses dans cette convention. Malheureusement, parfois, dans les applications, ce n'est pas toujours chose évidente. Il y a parfois des hiatus, mais il faut le dire, quelque chose d'important. Le principe majeur en ce qui concerne le droit des réfugiés, c'est le principe de non-refoulement. C'est-à-dire qu'une fois un réfugié ainsi défini et qui répond aux critères, un réfugié, c'est une personne qui fuit son pays en raison des persécutions identitaires, linguistiques, religieuses, communautaires, etc. Bon, parfois, il y a on va dire, des confusions par rapport à d'autres statuts un peu proches, comme les personnes déplacées de force, comme les immigrés, ou les immigrants, comme les demandeurs d'asile, mais une fois le pays ayant ratifié le texte, il reçoit un réfugié qui répond aux critères, il s'abstient de le refouler chez lui, c'est-à-dire dans son pays d'origine. C'est la raison pour laquelle la Convention enjoint aux États signataires de respecter un certain nombre de conditions et d'obligations. On peut à la limite demander à ce réfugié de choisir de s'établir dans un autre pays, d'accord ? Un pays neutre, si vous voulez. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a quand même un corpus juridicum assez corsé par rapport à la situation des réfugiés. Vous l'avez dit, Madame Ihsan, d'entrée de jeu, 120 millions de réfugiés à travers le monde qui n'ont pas choisi d'y être, qui n'ont pas choisi d'être ainsi. Néanmoins, en raison, même aujourd'hui, du changement climatique, des conflits qui sévissent notamment dans notre continent africain, il va falloir replacer cette question au cœur du débat, non seulement sur le plan national, mais également sur le plan international. Alors, je vous ai interpellé sur cette convention relative au statut des réfugiés, puisqu'il y a un fameux article 35 qui va dans le sens de ce que vous disiez sur la coopération des autorités nationales avec les Nations Unies. Cet article 35, en quoi concerne-t-il l'Afrique ? Comment peut-on y voir peut-être l'application de cet article 35 de la Convention relative au statut des réfugiés ? Alors, sur cet article 35, je vais y répondre. Auparavant, je voudrais clarifier la notion de réfugié. Du point de vue du traité de 51, Convention internationale 51, complétée par le protocole 67, protocole de New York,
et réfugié, donc, toute personne persécutée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, c'est important, donc, et de son groupe social, ses opinions politiques. Donc, il y a une variété de réfugiés. Autre variété, il y a dans ce terme générique de réfugiés, il y a une déclinaison particulière. Première déclinaison, des demandeurs d'asile, qui donc sont éligibles pour avoir un statut de réfugié. Deuxième catégorie, les déplacés internes. Oui. Déplacés internes, c'est-à-dire qu'ils ont cette particularité de ne pas avoir traversé une frontière. Ils sont dans un pays, ce sont des déplacés internes parce que pour des raisons de sécurité, ils ont fui. C'est pas des réfugiés. Oui, mais c'est une catégorie particulière. C'est pour ça que je tenais à faire cette clarification. Troisième catégorie, encore que pour ce qui est des déplacés internes, problème de sécurité, j'ai dit, donc ils sont sous la protection de leur gouvernement. Et non pas du HCR, c'est important. Et puis, ils ont droit aussi au bénéfice de droits humains, c'est un principe. Troisième catégorie, les rapatriés. Les rapatriés, ce sont ceux qui sont de retour chez eux. Et il y a une quatrième catégorie, les apatrides. Les apatrides, qui sont de la compétence donc, du HCR, et que l'HCR est favorable à une solution durable pour ça. Alors, je voudrais ajouter un autre élément pour nos téléspectateurs, pour ce qui est des réfugiés. Toutes les minutes, il y a 20 réfugiés supplémentaires dans le monde. Chaque minute. Chaque minute. Toutes les minutes, il y a 20 réfugiés supplémentaires. Donc, c'est vous dire l'étendue de cette problématique-là. Dont 5 en terre africaine. Eh oui, tout à fait. Il faut le préciser aussi. Alors, pour ce qui est de la coopération, évidemment, le problème de la coopération, l'article 35 auquel vous avez fait référence, il est utile, évidemment, et opérationnel qu'il y ait une coopération entre le HCR et un certain nombre de pays africains. La difficulté, c'est de savoir avec qui traiter. Ça implique des gouvernements installés. Or, un certain nombre de gouvernements sont dans des situations conflictuelles, de crise, de délégitimation, etc. Ça implique aussi la possibilité de travailler sur le terrain et de pouvoir contacter les uns et les autres. Et c'est extrêmement difficile, évidemment. C'est pour cela, en fait, justement, que ce Conseil paix et sécurité de l'Union africaine insiste cette année, à l'occasion de cette journée mondiale du réfugié, colonel Hassan Saoud, sur l'enregistrement des réfugiés qui est stipulé dans cet article 35 de la Convention relative au statut des réfugiés, Convention bien sûr des Nations Unies, qui stipule qu'afin de permettre au Haut Commissariat aux réfugiés ou à toute autre institution des Nations Unies qui succéderait de présenter des rapports aux organes compétents des Nations Unies, les États contractants s'engagent à leur fournir dans la forme appropriée les informations et les données statistiques demandées relatives au statut des réfugiés, à la mise en œuvre de cette convention et aux lois, règlements et décrets. D'abord, pour compléter ce que disent les collègues, les réfugiés ont des droits. Une fois que vous êtes éligible au statut, vous avez beaucoup de droits. Article 21, le logement. Article 22, l'éducation publique. Article 23, l'assistance, le travail, la formation professionnelle, la liberté de circulation, les titres de voyage, les charges fiscales. Vous êtes dans l'assimilation et l'intégration, et beaucoup plus que ça, le droit de propriété à l'intérieur du pays qui est signataire. C'est pour vous dire qu'il y a beaucoup de pays, on va y arriver peut-être après, qui ne respectent aucune de ces dispositions. Et dans l'article 35, qui est très important, c'est la donnée statistique. Pourquoi on a besoin de données statistiques? Parce que justement, pour adapter l'aide humanitaire et là, nous avons malheureusement un pays qui a complètement caché toutes ces statistiques au comité aux réfugiés devant la faiblesse des Nations Unies. On ne dénonce pas, on exhorte. Alors que c'était une obligation. Vous parlez de quel pays, l'Algérie. L'Algérie, c'est une opacité totale sur le nombre de... Vous faites référence au camp de Tindouf. Pourquoi je dis ça? Parce que ce ne sont pas des réfugiés d'abord. Un réfugié est libre de circulation. Un réfugié n'est pas employé comme enfant soldat. Un réfugié
a le droit d'aller là où il veut dans votre territoire. Le réfugié, une fois, ça fait 60 ans, 50 et quelques années maintenant, normalement, ils doivent être des fonctionnaires de l'État algérien. Et on en parle des conditions de vie avant de parler de circuler déjà. Comment vivent-ils? Comment voulez-vous des conditions de vie dans des camps de séquestrés? Ils ne sont pas libres de leur destin. On ne peut pas parler de parlé réfugiés. tout à l'heure aussi le droit d'aller s'établir dans un autre pays. Ils n'ont pas ce droit-là. Et donc, nous sommes dans une situation paradoxale. C'est une prison. C'est une prison à ciel ouvert. J'ajoute à cela, évidemment, l'utilisation de ces séquestrés dans toute la criminalité transnationale et le terrorisme. Et donc, je pense qu'il est temps que ces stipulations de la Convention sur les réfugiés soient appliquées et que les États récalcitrants soient rappelés à l'ordre, parce qu'on ne peut pas laisser perdurer une situation comme ça. Mais c'est pour cela, justement, que ce Conseil paix et sécurité veut qu'on avance sur cette question de collecte de données en ce qui concerne les réfugiés pour adopter ou adapter même des politiques migratoires communes pour éradiquer ces fameux réseaux de traite d'humains. Parce qu'in fine, c'est ça ce qui en résulte. Ce qui résulte de ces traitements, ou en tout cas de cette omerta finalement sur les réfugiés, autres séquestrés, c'est qu'on ne sait pas ce qui advient de ces personnes, dont peut-être une majorité sont mineures. Beaucoup. Si on dit 40% des réfugiés dans le monde sont de fait des enfants, alors là, on parle d'une grande partie de ces séquestrés-là. Depuis combien de temps qu'on parle qui n'ont même pas la majorité, qui n'ont même pas peut-être 14 ans. On parle des camps de Tindouf, depuis que le Maroc a réintégré l'Union africaine. Il faut le dire. Oui. Et c'est au niveau du Conseil des affaires politiques, paix et sécurité que justement la délégation marocaine a vraiment travaillé pour qu'on le dise. On l'a dit au premier forum de 2000, parce que les forums sur les réfugiés, c'est tous les 4 ans. On a eu le premier en 2019 où le Maroc a co-présidé justement cette problématique, les réunions sur cette problématique des réfugiés. Et en 2023, ça a été réitéré. Il reste maintenant à passer à des sanctions. Je pense qu'ils n'ont aucun droit dans les camps de Tindouf, et il faut vraiment que le comité international se saisisse du dossier pour dire quelles sont les prévarications qui sont faites au niveau de l'emploi de la convention qu'on a signée. Il faut un préalable pour cela. Il faut un préalable pour cela. Lequel, professeur Abou-Dahab? Il faut tout simplement suspendre la prétendue RAST. Parce que la situation maintenant, quelle est? No man's land. Quelle est la confusion juridique? C'est que tantôt on parle d'un État fantoche, évidemment. Donc il n'y a plus de réfugiés. Qui serait l'État responsable de la gestion des camps. Et donc l'Algérie dit, c'est cela le subterfuge juridique. Mais il faut être très vigilant par rapport à ça. Parce qu'à un moment donné, eux, ils utilisent tour à tour, d'une part, le statut soi-disant, mais qui est tout simplement infondé, d'un État qui serait là, et donc ces citoyens-là ou ces personnes-là seraient des Sahraouis avec une nationalité sahraoui qui est opposable aux États qui ont reconnu cette prétendue république. C'est important de le souligner. Oui, mais les Nations Unies ne reconnaissent pas. Je ne parle pas des Nations Unies. Non, je ne parle pas des Nations Unies. Moi, je parle on parle aussi d'une Union africaine qui reconnaît cette prétendue république. Du Conseil de paix et de sécurité. Il faut corriger d'abord cette erreur, je dirais, colossale de 1984. Ça, c'est la première des choses. Sur le plan préjudiciel. Après, on parle au niveau de l'OUA. Ah oui, absolument. Pour préciser, d'accord. Après, on aura à traiter de façon spécifique la situation réelle. D'ailleurs, moi, j'ai une réserve par rapport à l'emploi du terme réfugié concernant ces populations. Ce sont des déplacés de force. Ils n'ont pas de statut. Qui ont été déplacés de force parce qu'on leur a menti. D'ailleurs, vous avez dit, Madame Hassan, en citant l'article pertinent relatif à l'obligation de recenser, l'État algérien, normalement, est responsable au regard du droit international. Ça s'appelle le droit de la responsabilité internationale. Mais ils sont sur leur sol. Qui va déclencher cette action. D'accord ? Auprès de quelle juridiction ? Il y a tout un travail, une alchimie, parce qu'il faut qu'il y ait une faute commise par rapport à un engagement souscrit. Deuxièmement, un dommage subi, qu'il soit corporel ou moral.
Troisièmement, un lien de cause à effet entre la faute commise et le dommage subi. Nous avons toute la matière, mais il faut clarifier la situation. La situation, je crois, c'est cela la stratégie Pourquoi marocaine. ils ne veulent pas éclaircir la situation? Parce que dans les camps, c'est la multinationalité. Oui, bien sûr. Ce n'est pas une seule nationalité. Ils ne veulent pas recenser. Il y a 5 ou 6 nationalités qui sont présentes. Ces nationalités. C'est ça le problème de cette opacité concernant les statistiques. Mais de toute façon, dès qu'il y a opacité, c'est qu'on veut cacher quelque chose. Si on veut cacher quelque chose, ça veut dire qu'on a quelque chose à se reprocher. Et ça veut dire qu'on ne fait pas, qu'il y a anguille sous roche. On laisse les marécages. Voilà. Oui, professeur Srimi. Merci. Je voudrais relever l'ambiguïté qui a été évoquée. Ça tient d'abord au statut de l'Union africaine. C'est ça. Les statuts de l'Union africaine ne prévoient pas expressément l'exclusion d'un État membre, entre guillemets. Majorité, etc. Non, c'est pas dans les statuts. Non, c'est vrai. C'est une question que j'ai étudiée, vous savez, et modestement, comme chercheur, j'avais proposé la suspension. La suspension, oui, majorité des 2 tiers. C'est-à-dire, il faut arriver à 38. Et nous sommes dans ce créneau-là. Donc, il y a quelque chose qui est en train de se faire. Maintenant, pour ce qui est de la situation des réfugiés, entre guillemets, en Tindouche, ce sont des réfugiés, mais qui n'ont pas de carte de réfugié. Donc, ils ne sont pas éligibles à la protection du droit international humanitaire. Ensuite, ça a été soulevé le problème du recensement. Le problème que de l'encadrement militaire des 5 ans de Tindouf, c'est une violation de la Convention de Genève 1951 qui prévoit un encadrement à caractère civil. Et je voudrais rappeler à nos téléspectateurs que la balle doit être du côté du Conseil de sécurité, finalement. C'est-à-dire qu'il faut arriver à ce que les lignes bougent du Conseil de sécurité. Oui, à la mobilisation de la diplomatie marocaine au sein du Conseil de paix et sécurité. Le Maroc est membre, vous le savez, il a été pas un mandat de 2 ans, il a été élu membre de ce Conseil de paix et sécurité. Et l'intelligence de la diplomatie marocaine, c'est d'inscrire la question globale des réfugiés en Afrique. Exact. Le Maroc ne vient pas dans sa valise, dans ses dossiers, dit « Ah oui, mais il y a premièrement le problème des réfugiés. » Non, mais parce qu'il y a une politique migratoire aussi menée par le Maroc, et les chiffres en attestent. Vous avez raison de le relever. Il y a bien sûr tous les réfugiés, /migrants, /demandeurs d'asile, dont la situation a été, il faut le dire aussi, pour reprendre votre expression favorite, et il faut le dire, beaucoup ont été régularisés. Tout à fait. Et vivent au Maroc avec tous les droits et jouissent des mêmes avantages qu'un citoyen d'origine marocaine. Vous avez raison de le relever. La légitimité, la crédibilité de la position marocaine à Addis Abeba au sein du Conseil de paix et sécurité tient au fait qu'il s'est distingué par une politique migratoire innovante. D'ailleurs, Sa Majesté le Roi a été consacré en février de 2017, 3 semaines après la réintégration du Maroc au sein de l'UA, comme leader de la question migratoire. Avec un centre délégué ici, un observatoire et toutes les mesures prises. Vous avez évoqué les mesures prises, il faut le dire. Il y a une stratégie nationale d'immigration et de droit d'asile de 2013 qui s'est traduite par 2 opérations de régularisation des subsahariens africains en 2014-2015. Ça donne 53 000 subsahariens régularisés. Plus encore, ils ont des droits sociaux. Leurs enfants peuvent s'inscrire à l'école, ils peuvent aller dans les hôpitaux, etc. Donc c'est extrêmement important, sauf le droit de vote. Oui, mais c'est important, c'est-à-dire que c'est une pleine citoyenneté pratiquement, hormis ce droit de vote. L'intelligence, je répète, de la diplomatie marocaine, c'est de prendre en charge le dossier migratoire au niveau continental. Et chemin faisant, évidemment, on sera appelé à traiter la question des réfugiés de Tindouf. Ça n'est qu'un élément. Là où il faudrait appuyer sur la pédale, me semble-t-il, c'est au niveau du Conseil de sécurité. Je note que le Conseil de sécurité, sur ce plan-là, comme ça a été dit, exhorte au renforcement de la coopération avec le Haut-Commissariat aux droits de l'Union, etc. Prenons note des préoccupations, des souffrances persistantes, de l'insuffisance alimentaire, etc. Donc, il faut un cran de plus.
c'est à la communauté internationale. Le travail fait au niveau de l'Union africaine peut aider à cette mobilisation, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se fait au niveau du continent et ça peut avoir un impact au niveau du Conseil de sécurité. C'est le Conseil de sécurité qui, sur ce plan-là, demande le recensement, demande une aide alimentaire augmentée, mais pourquoi voulez-vous qu'il y ait une augmentation des contributions volontaires quand les 2/3 de l'aide alimentaire mondiale, Union européenne et PAM, sont détournés? C'est pas moi qui le dis, c'est l'OLAF, c'est l'organisme européen qui a fait une enquête en 2015. Et il y a également les rapports d'ONG espagnoles. Donc nous en sommes là, Et c'est pour ça que cette question des réfugiés, entre guillemets, dans les 5 camps de Tindouf est problématique et interpelle la communauté internationale. Autre élément, c'est une délégation de souveraineté qui est faite par l'État algérien à des milices armées dans son propre territoire. Et ça, c'est contraire aux règles du droit international. En parlant de justement, en parlant de bureaucratie, en parlant de ces communautés-là, c'est bien l'administration algérienne qui les régit. C'est-à-dire qu'ils ont besoin d'un papier, ils vont... C'est des camps qui sont gérés de manière très particulière, de manière très répressive. Il y a 5 camps. Donc, alors, la population, nos estimations, c'est 40 000 personnes, avec 6 nationalités. D'ailleurs, que ça a été dit tout à l'heure à Bondon, c'est pour ça qu'ils ne veulent pas le faire au recensement, parce qu'on va voir qu'il y a des Sahéliens, et dans les Sahéliens, il y a des Maliens, il y a des Mauritaniens, il y a des Tchadiens, etc. Des Algériens. Des Algériens. Donc, c'est le premier point. Alors, pourquoi c'est gonflé? Dans les textes de la propagande algérienne, mouvement séparatiste, ils donnent 153 000 ou 173 000. Sans que personne ne puisse vérifier ces chiffres-là. Pourquoi? Parce que ça permet une aide alimentaire appropriée par rapport à ce chiffre nominal qui est donné. Et ça permet donc des trafics, etc. Maintenant, je crois que nous sommes arrivés à un point où il faut appuyer davantage sur la question du statut des réfugiés, en particulier pour ce qui nous concerne des réfugiés, entre guillemets, dans les camps de Tindouf, et mettre à nu la propagande algérienne, c'est-à-dire le pays voisin refuse de se conformer donc aux résolutions du Conseil de sécurité que j'évoquais et aux exigences des cahiers de charges du HCR en particulier. Professeur Abou Dahab, peut-être une information complémentaire à ce qui a été cité. Il faut juste éviter les pièges. Lesquels? En termes de raisonnement, parce que le parallèle, parfois, dans la confusion, la partie adverse essaye de faire le parallèle avec la question palestinienne, les réfugiés de 48, etc. Et donc le droit de retour qui doit être garanti par le droit international donc des obligations qui découlent du droit international humanitaire. C'est des aberrations. Non, mais il faut être vigilant. Pour quelqu'un qui connaît un tant soit peu l'histoire, c'est la raison pour laquelle c'est inconcevable qu'on puisse faire ces rapprochements. Et malheureusement, Madame Khadija, malheureusement, je vous dis une chose. La bêtise n'a... Quand vous allez en Amérique latine, quand vous allez discuter avec des académiciens, etc., ils font cette confusion parce qu'ils ne sont pas très bien informés de la situation sur le terrain. Et donc de la réalité. Sur le plan historique. C'est la raison pour laquelle l'emploi des termes juridiques, c'est une arme à double tranchant. Il faut faire donc très attention. À mon sens, il faut aujourd'hui clarifier les choses de façon très simple, pas trop compliquée, et finalement reconnaître qu'il s'agit là tout simplement d'une opération, d'un déplacement forcé de population. Il faut ouvrir tout simplement les dossiers, les archives. À partir de 1975. Mais cette question, c'est une hérésie juridique remarquable, celle d'admettre un État fantoche qui ne répond pas aux critères exigés par le droit international, et notamment les critères de Montevideo de 1933. Colin Saad. Moi, je pense que l'Union africaine, Conseil de sécurité, le sommet de Nouakchott a clarifié. Il a dit l'ONU qui c'est la prépondérance de la compétence onusienne sur donc ceci, je pense que le problème a été réglé. Maintenant, et Mustafa l'a dit, il faut réformer ou amender la charte pour prévoir l'expulsion. Et ça demande je pense qu'il faut revenir aussi à ce problème des réfugiés dans le monde. Parce que pour terminer, parce que justement, j'allais clôturer cette discussion avec ce point, c'était ces chiffres que j'ai évoqués tout à l'heure, les 120 millions, ils ont été quand même multipliés par 3 sur la dernière décennie. Donc, et là, ça ne va pas en s'arrangeant. Non, il y a une augmentation chaque année. Oui.
pour parler réfugiés proprement dit, on doit être à une quarantaine de millions qui sont éligibles au statut. Mais il y a 5 ou 6 pays qui, vous savez, le Soudan maintenant, c'est 10 millions de réfugiés dans le pays. Le Tchad, le Kenya, à côté. Un peu partout. La Syrie, c'est autour de 12 millions. Vous avez l'Afghanistan, vous avez même le Venezuela. Le Venezuela, il a 6 millions de réfugiés dans d'autres pays avec sa manne pétrolière. Et il y a à peu près 40% d'enfants qui sont dans ces camps de réfugiés et à peu près 17 à 16% de femmes, avec toute la détresse qu'il y a, la difficulté concernant leur réintégration dans le système scolaire, leur réintégration dans l'emploi, etc. Et donc tout ça crée, sans parler des problèmes de santé et des problèmes de... Et c'est aussi, ces camps de réfugiés, il faut le dire, mais c'est un vivier de recrutement de terroristes. Exact. En Afrique surtout. Donc je pense que le HCR doit se pencher un peu sur ce problème pour voir quel est l'avenir de ces enfants. Et quand vous voyez dans les entités terroristes, eh bien, il y a beaucoup d'enfants, malheureusement. Exact. La militarisation des enfants, voilà, elle touche tous les groupes extrêmes et séparatistes, qu'ils soient d'obédience islamiste, même si le terme ne veut plus rien dire en 2024, ou autre. Voilà. Et il n'y aura pas de rapatriement. Ils usent et abusent de ces enfants. Il n'y aura pas de rapatriement, madame. Il n'y a pas de rapatriement. S'il n'y a pas de déconfliction. Voilà. Et tant qu'il y a le conflit, absolument. Parce que les enfants soldats ne coûtent pas cher. Absolument. Aussi. Voilà la priorité. Un mot pour finir. Mon collègue a parlé de l'État fantoche, à bon droit évidemment, parce que c'est un État fantoche qui ne réunit pas les attributs habituels du droit international, c'est-à-dire une population, un pouvoir effectif et un territoire identifié. La population n'est pas identifiée, il n'y a pas d'effectivité, puisque c'est le système algérien auquel vous avez fait référence qui est là, qui verrouille les entrées et les sorties. J'ajoute un dernier élément que je garde toujours pour la fin quand j'ai des débats. Quel est le produit intérieur brut, le PIB de la RSD ? $0. Pas comptabilisé par les institutions de Bretton Woods. Non, mais il faut demander au budget algérien combien il leur coûte. Non, oui. Là, on pourrait avoir une réponse. C'est un autre éclairage. Et du coup, est-ce qu'il faut le compter sur le budget de la défense ou sur quel budget exactement? D'ailleurs, ni le FMI, ni la Banque mondiale, ni l'OCDE, ni d'autres pays, etc., nous disent Afrique, RSD, $0. Donc il faut le dire, il faut le rappeler. Merci. Et on terminera cette émission avec cette remarque des plus pertinentes, comme d'habitude, avec vous, professeur Sahimi. Merci beaucoup, en tout cas, pour votre présence avec nous. Merci à vous également. Avec plaisir, Madame Khadija. Abou Dahab, et mes remerciements vont à mon cher colonel Saoud. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous pour votre fidélité à cette émission. Bonne soirée. Thank you.